Donc je vais vous parler peut-être de le rapport entre l'authenticité et l'estime de soi, par exemple. C'est pas quelque chose, c'est pas un lien qu'on fait de façon évidente, hein, que être authentique et s'aimer, mais en fait c'est très très lié, très corrélé. C'est l'axe de mon travail. En tant que psychiatre, je travaille sur ces deux polarités. Et je trouve ça intéressant peut-être de préciser justement qu'est-ce qu'on entend derrière tous ces mots-là. Et je vais peut-être vous parler de mon chemin personnel en fait qui m'a donné, qui m'a permis de jalonner, de voir les étapes à faire, et en le faisant et en validant les étapes que je traversais moi-même, je continue aussi à me former du point de vue théorique, donc pour appuyer ce cheminement. Et donc mes deux livres sont un peu des témoignages des étapes. Donc le premier, c'était une partie sur les thérapies cognitives et comportementales de la troisième vague et la méditation de pleine conscience. Il y avait un tout petit peu des petites choses sur la spiritualité, mais pas beaucoup. Et le deuxième, c'était un peu plus loin, et le titre, c'est « À la recherche de son vrai soi, méditer pour trouver sa véritable nature », justement parce que j'étais allée un peu plus loin et j'avais compris, il me semblait évident que la méditation, c'était vraiment un chemin pour aller trouver et exprimer, en fait. C'est pas vraiment trouver, parce que on est déjà soi-même, en fait, mais exprimer, permettre le déploiement de sa vraie nature. Donc j'ai voulu témoigner de ça. Donc je vais essayer de vous résumer un petit peu les étapes, c'est-à-dire que, et puis pourquoi ces thèmes sont importants. En fait, quand on souffre, qu'on a des problèmes psychologiques, dits psychologiques, ça peut être qu'on est anxieux, qu'on est déprimé, qu'on a des troubles du comportement alimentaire ou des addictions. En fait, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui est en lutte. En fait, ça c'est la base des thérapies cognitives et comportementales de la troisième vague, c'est que elles ont montré que finalement tous les problèmes psychologiques ont en commun le fait qu'on va mal parce qu'on ne veut pas vivre l'expérience qu'on est en train de vivre. On n'accepte pas l'émotion qu'on est en train de vivre. Par exemple, je suis anxieux, je rentre du travail, et ben je vais boire un verre d'alcool pour me détendre. Il y a quelque chose là où je n'accepte pas le moment présent comme il est, et j'aimerais vivre un autre moment et être mieux, et donc je vais prendre quelque chose qui va me soulager. Et ça, c'est une donnée très importante. Et même pour la dépression, on a montré que les dépressifs ont en commun tous le fait que leur esprit est très réactif et il passe son temps à comparer l'instant présent avec d'autres possibilités. Ce qui serait mieux, ce que je faisais avant, ce que les autres font. On appelle ça le processus de contrôle des divergences, c'est-à-dire que l'esprit, en permanence, mesure la divergence entre le moment présent et une autre réalité possible. Et ça, pour moi, c'est une révolution, c'est une révolution dont on n'a pas pris conscience assez, qu'on a donné une autre lecture des troubles psychologiques et de la dépression, quand on sait que des gens sont sous traitement à vie, qu'ils ont des électrochocs, qu'ils ont des choses très lourdes, et qu'on leur a jamais dit que vraiment le cœur de leur problème, c'est qu'ils avaient du mal à accepter le moment présent dans ce qu'il était, et notamment les émotions difficiles et les sensations corporelles liées aux émotions. Donc ce mécanisme de lutte, voilà pourquoi on apprend la méditation de plus en plus dans les troubles psychologiques. On apprend aux gens à lâcher prise et à accepter le moment présent tel qu'il est. Alors moi j'ai fait ce chemin et je me suis rendu compte, plus je méditais, plus j'étais fragile et vulnérable, plus j'avais des émotions. Forcément, parce que j'allais regarder ce qui était là et tout ce que j'avais pas accepté d'habitude, je commençais à l'accepter. Donc je ressentais plus de tristesse, je ressentais plus de vulnérabilité, et je me suis rendu compte à un moment que la méditation de pleine conscience n'allait pas suffire parce qu'elle ne pouvait pas me permettre de travailler avec toutes ces émotions. Et c'est là où j'ai exploré plus de choses, de travail sur les émotions, des thérapeutes anglo-saxons, que j'ai aussi été plus loin dans la méditation en allant rencontrer la spiritualité parce que je voulais des réponses. Mais qu'est-ce que je fais avec cette souffrance qui est de plus en plus grande alors que j'arrête pas de pratiquer la pleine conscience? Donc voilà, j'avais pas de réponse, j'avais été voir des thérapeutes, mais il y avait quelque chose qui manquait. Et en fait, j'ai découvert d'abord les travaux d'Alice Miller. Alors Alice Miller, elle n'a rien à voir avec la spiritualité et la méditation, mais pour moi, la spiritualité et la méditation est une réponse à ce que disait Alice Miller à l'époque. Et donc en 1975, Le drame de l'enfant doué, c'est un livre majeur en psychologie. Elle explique que finalement, beaucoup de problèmes psychologiques des adultes sont liés au fait que enfants, on n'avait pas accueilli qui ils étaient. Ils ne pouvaient pas être ordinaires. Souvent, c'est parce que le parent voulait qu'ils réussissent ou alors le parent était maltraitant et violent. C'est-à-dire que régulièrement, l'enfant a dû faire oups et ravaler ce qu'il était pour pouvoir jouer un rôle, pour pouvoir ne pas être tapé ou pour pouvoir être aimé ou pour pouvoir être admiré de la famille. Donc,
du coup, il a construit ce qu'elle appelle un faux self et il a refoulé sa vraie nature. D'ailleurs, le sous-titre, je l'ai vu qu'après avoir fait le titre de mon livre, mais c'est « À la recherche de son vrai soi ». Donc ça fait écho mon livre à son livre, mais j'avais pas fait attention, en tout cas j'avais peut-être vu inconsciemment. Donc elle dit finalement la guérison passera par le fait pour l'adulte qui est bipolaire et donc il va passer par des phases de grandiosité ou de dépression, c'est-à-dire qu'il n'est jamais ordinaire, hein, il est soit extraordinaire, soit nul. Elle va dire la guérison des troubles bipolaires, de la dépression, de la plupart des problèmes psychologiques, ça va être de revenir à cet enfant intérieur, cet enfant qui n'a pas été autorisé à être, et ça va être dans l'expression de son être que la guérison va avoir lieu. Et donc elle parle du fait, elle redonne une définition de l'amour qui est très claire, elle dit l'amour c'est prendre au sérieux les ressentis et les besoins de la personne. Donc admirer c'est pas aimer, admirer un enfant c'est pas l'aimer. Admirer un enfant, ça veut dire qu'on veut toujours qu'il soit admirable. Donc l'enfant va dire bah, je peux pas être nul parce qu'on va plus m'admirer, on va plus m'aimer. Donc il va toujours surenchérir pour être parfait. Aimer un enfant, c'est prendre au sérieux ses ressentis et ses besoins. Prendre au sérieux, c'est-à-dire pas l'ironie et le mépris. Donc le rire sur les émotions d'un enfant, par exemple, c'est extrêmement délétère. Ou lui dire de pas pleurer. Donc elle va dire la guérison va passer par le fait de vraiment prendre au sérieux ses propres ressentis et ses propres besoins. Et ça, c'était très important pour moi comme axe de travail, parce que quand on dit aux gens acceptez vos émotions, ils ont beaucoup de mal. Ils ne comprennent pas ce que c'est. Oui, mais je suis triste, mais j'ai été triste toute ma vie, donc vous voyez, je ne peux pas continuer à être triste. Mais quand on prend cet angle de l'amour, alors on va pouvoir travailler avec les émotions autrement. C'est-à-dire, on va dire, genre, mais quand vous êtes triste, prenez vraiment ça au sérieux, vraiment, et quel besoin s'exprime à travers cette émotion. Et là, on commence à rentrer dans le processus de reconstruction. C'est-à-dire que la personne va commencer à penser qu'elle a le droit d'exister, elle a le droit de ressentir quelque chose, déjà, et elle a le droit d'être triste. Alors ça, c'est une révolution pour beaucoup de patients. Quand ils pleurent ou ils sont tristes, et je leur dis, mais vous savez, moi aussi, je peux être triste. Ça, c'est vraiment une découverte. Hein. C'est un soulagement énorme parce que beaucoup de gens, et surtout notre société alimente ça, pensent que quand ils sont tristes ou quand ils sont angoissés, c'est un problème qu'il faut résoudre. Et d'ailleurs, on est les premiers consommateurs d'anxiolytiques hein, en France, et c'est bien que la France a un problème avec l'anxiété. Et beaucoup de psychiatres ou de médecins généralistes, vous leur dites je suis angoissé, ils vous donnent un Temesta ou un Tranxène. Donc là, on est dans, mais quand tu es anxieux, mais c'est très important et c'est très intéressant ton anxiété. Qu'est-ce qu'elle vient dire? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Et là, c'est déjà énorme parce qu'on donne un espace à la personne pour s'autoriser à être avec tout son chaos émotionnel, sa vitalité. En fait, les émotions, c'est la vie. Et donc ça, c'est déjà très, très guérisseur. Et la méditation, pour moi, est ce chemin de retour à cette vitalité, pouvoir être curieux de ce monde intérieur, et voilà. Et le rapport, donc ça c'est l'estime de soi, et je vous parlais de l'authenticité. En fait, l'authenticité, c'est justement sortir de cette construction de personnalité, ces rôles qu'on joue, ces identifications dans lesquelles on s'est enfermé. Par exemple, si on considère qu'on doit être celui qui est réussi ou celui qui est beau, ou celui, voilà, c'est des identifications, parce qu'à un moment, si on perd quelque chose, si on n'est plus aussi beau, si on réussit pas, ou si le couple explose, par exemple, on a une personne qui est mariée, qui va divorcer, c'est son identification de quelqu'un qui avait tout maîtrisé, réussi, qui explose. Donc elle se retrouve elle pense rien, certains disent je suis plus rien, j'ai tout perdu, s'identifier à ce qu'ils possédaient, ce qu'ils avaient. Et quand on se libère de tout ça petit à petit, on découvre qu'il y a quelque chose qui reste même quand il n'y a plus rien à l'extérieur. Ça, c'est ça la spiritualité, c'est nous montrer et nous faire l'expérience, parce que c'est pas intellectuel, que malgré toutes les tempêtes de ma vie, il y a quelque chose qui reste, qui est stable, qui est là, qui est présent, qui est lucide, qui m'accompagne. Et en fait, c'est notre être, c'est notre essence en fait. Donc l'authenticité, c'est tout simplement revenir au centre et être dans son être ordinaire et son essence, et ne plus être dans une posture ou jouer un rôle, parce que nos postures ou nos rôles, c'est souvent lié à des peurs. Hein. C'est peur d'être exclu de la société, des autres. Hein. C'est des peurs fondamentales en général qui nous font jouer des rôles. C'est des peurs archaïques, hein. La peur de l'exclusion de la tribu. Donc du coup, on joue un rôle pour rester dans la tribu, la peur de mourir, la peur de vieillir. Mais la méditation et la spiritualité nous invite à petit lâcher nos peurs et faire confiance à la vie et au fait qu'il y a quelque chose qui est là, qui de toute façon ne sera jamais atteint par les épreuves de la vie. Et quand on goûte à ça, on appelle ça le grand soi dans la spiritualité, ou notre être divin, notre divinité intérieure, dans toutes les traditions. Moi je dirais qu'en psychiatrie, je ne vais pas dire le soi divin, je ne peux pas dire ça. Si je dis ça, on va dire bon,
Alors, je le dis à des patients qui sont ouverts et qui voilà, mais on va pas parler de mots de divin, voilà. Je dirais que oui, vraie nature ou l'essence. Le thérapeute Almas, un thérapeute américain, il parle de l'essence de l'être. Et ben voilà. Et ça, l'authenticité, c'est simplement, ben voilà, laisser l'essence se déployer. Donc ça peut être rire quand on rit spontanément, ou chanter, ou se mettre en colère, mais il n'y a plus la tour de contrôle, l'observateur, ou ce qu'on appelle aussi l'ego, hein, qui vient me dire ce que je dois faire. Ça émerge en fait. Et ayant fait moi-même ce chemin, parce qu'il faut avoir confiance du fait que quand je vais déconstruire, est-ce qu'il va rester quelque chose? Parce que c'est la crainte de beaucoup de gens de dire mais si je perds tous mes repères, il ne va rien rester de moi et je risque de faire n'importe quoi ou de devenir fou. Beaucoup de gens ont peur de devenir fou, de tomber dans le vide, de tout perdre. Ayant fait moi-même ce chemin, ayant été prête à tout perdre et ayant déconstruit, j'ai vu que quelque chose émerge. Et c'est magnifique de laisser la vie à travers moi circuler. Et j'ai rien à décider, ça se fait tout seul. Et c'est quand même mes enseignants spirituels qui m'ont donné cette confiance, faut le dire. Hein. Il faut quand même des gens qui sont là dans les moments où vous doutez quand même. Il faut être accompagné. Ben voilà, je sais que c'est possible et j'ai accompagné des patients comme ça sans aucun rapport à la spiritualité. J'ai pas un discours ésotérique, c'est juste accueillir les émotions, les ressentir dans le corps, méditer, faire confiance et lâcher le mental. Tout ce qu'il raconte, on ne va pas le croire et on va laisser simplement le corps, l'instant être tel qu'il est et ça émerge tout seul. Voilà. Mais c'est parce que j'ai confiance que voilà, bon, je peux emmener. Juste aussi, je veux dire que ce chemin n'est pas simple et qu'il faut faire attention parce que des moments où les choses se déconstruisent, on peut avoir des grandes détresses. Donc je veux quand même mettre en garde que la méditation, c'est un chemin très périlleux et qu'il faut vraiment avoir des gens de confiance qui vont être là dans les moments où vous perdez un peu pied. Ça, c'est très important pour moi. Moi, vraiment, les gens que j'accompagne dans la méditation, je sais que je suis là, ils peuvent m'écrire, ils peuvent m'appeler. Moi-même, j'ai pu contacter des gens quand je traversais des moments difficiles, des vagues, un peu des tempêtes émotionnelles. Donc voilà, faut être prudent aussi, hein, voilà. Donc c'est ça que je voulais vous transmettre. Voilà. Merci.